Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau bilan culturel du mois de juin. Je vais commencer par les films. Alors, je ne suis pas allée au cinéma ce mois-ci, malheureusement. J'ai vu La Fracture, qui est un film qui revient en fait sur tout ce qui s'est passé pendant une manifestation des Gilets jaunes. Il y a eu une altercation entre des manifestants et des personnes de la police. Et on va se retrouver dans un hôpital à suivre tous les soignants et les soignantes qui vont s'occuper de ces gens et toutes ces personnes en latence, dans le stress constant, aussi en train de s'apprendre, de se connaître les uns avec les autres, avec leurs différences de classe, avec leurs différences de point de vue. C'est un film très social, très dans ce qu'on connaît aussi, dans le sens où ça fait appel à des choses qu'on a vues. La crise des Gilets jaunes, elle est pas si vieille que ça, et ça nous permet de faire un retour sur un moment du mandat dernier qui était quand même très important. C'est un film qui se veut très naturel dans la façon dont c'est filmé. C'est pas documentaire, on sent que c'est inspiré de faits réels entre guillemets. Du moins, ça tire beaucoup de choses du réel, mais c'est en aucun cas un point de vue documentaire. Et si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille. Ensuite, j'ai vu Cruella, très bon enfant, très sympa, pas un grand film, mais qui m'a un peu fait penser à Sacrée Sorcière. Alors peut-être parce que c'est Emma Stone. On va suivre Cruella, qui en fait est une créatrice de mode et qui va essayer de se faire sa place, qui a un talent incroyable et qui va dépasser celle qui lui apprend tout. Elle va créer énormément de choses, énormément de robes qui vont totalement subjuguer et faire tomber celle qui était régnante sur l'industrie de la mode. C'est à la fois magique, mais toujours dans cet univers de la mode. J'ai vu Gueule d'amour, qui est un film avec Jean Gabin, que j'ai trouvé excellent. On va suivre un homme qui, pendant la guerre, était au front, mais qui est en permission, et qui rencontre une bourgeoise dont il tombe sous le charme, et il essaie de la charmer, sauf qu'elle va absolument se jouer de lui. Tout le film réside sur ça, et sur le jeu de la femme, qui va prendre le pouvoir sur l'homme, et lui qui va être en désamour avec le sentiment même de l'amour. C'est un film qui est très très bien fait, qui est peut-être daté, mais que j'ai beaucoup aimé. Donc là encore, je vous le conseille. Il est jusqu'au 13 juillet sur Canal. Et le second que j'ai vu, c'est Le Train avec Romy Schneider et Trintignant. C'est un film donc qui m'a beaucoup plu, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On va suivre l'histoire de Trintignant qui, avec sa femme, sont envoyés dans des trains. Ils vont être séparés. Sa femme et ses enfants vont être dans un wagon pour les passagers et lui va être dans un wagon à bétail où il va rencontrer une femme qui s'appelle Anna, qui est jouée par Romy Schneider, qui est magnifique, qui est jeune, et ils vont entamer une relation. Et que ça soit Romy Schneider ou Trintignant, il n'oublie pas la femme de cet homme et ça reste comme un instant dans le temps qui ne durera pas. Leur vies ne font que se croiser et ils sont dans l'acceptation de ça. C'est un film que je vous conseille. Romy Schneider est splendide, encore une fois. Ça fait honneur à Trintignant qui est mort il y a très peu de temps. Ensuite, les deux séries que j'ai regardées ce mois-ci. J'avais regardé la saison 1 le mois dernier et j'ai regardé la saison 2 ce mois-ci de HPI. Ça n'a l'air de rien parce que c'est une série française de TF1, mais c'est une série que j'ai adorée et dont j'ai vraiment enchaîné les épisodes. On va suivre cette femme qui est à la base agent d'entretien à la police et qui, un soir, lorsqu'un dossier est tombé, va regarder les feuilles pour le reposer et va commencer à enquêter sur l'affaire et va essayer de tout décortiquer. Grâce aux vidéos de surveillance, les policiers vont le voir, ils vont la convoquer, ils vont lui dire si vous croyez être plus intelligente que nous, vous allez nous aider à résoudre cette affaire. Ce qu'elle arrive à faire, parce qu'il se trouve que cette femme est au potentiel intellectuel. Et il s'avère qu'elle est recrutée dans la police.
C'est une série qui est drôle, qui est certes en lien avec tout ce qui est de la justice, mais qui m'a fait passer un tellement bon moment et, encore une fois, dont j'ai enchaîné les épisodes. Donc c'est une série que je vous conseille. La seconde série que j'ai regardée, il s'agit de la seconde saison de Euphoria. Je n'avais regardé que la première saison, sans les épisodes spéciaux. Et la première saison m'avait plu sans plus, j'avais trouvé que c'était très beau, qu'il y avait de très belles couleurs, de très beaux contrastes, de très belles lumières, etc. Néanmoins, j'avais pas tant accroché. J'ai regardé les 2 épisodes spéciaux, dont j'ai aimé celui avec Roof, mais en regardant la saison 2, ça m'a beaucoup moins plu. C'est quand même à plaindre parce que c'est une très belle série, ça m'a pas du tout accroché. Ça m'a moins trigger que la saison 1, mais vraiment, ça se voulait plus naturaliste et ça m'a beaucoup moins plu. Ensuite, je vais juste vous parler de quelques chaînes YouTube. J'ai découvert la chaîne YouTube de Clara Lebrun, qui est une Belge, amie de Colline Baffroy, que je suis depuis hyper longtemps, qui m'a aidée notamment dans le végétarisme, qui fait aussi des vidéos YouTube. Très lifestyle, des vlogs notamment, des petites vidéos à format court, quelques recommandations de séries, de livres notamment. Ça se concentre davantage sur les vlogs. C'est très très cool. Ça me fait un peu penser au format de Colline, mais aussi de Ésil. Dans la même veine, il y a Syl, que j'ai aussi découverte, CYL, qui fait quasi que des vlogs et que j'adore. J'ai vraiment l'impression de me retrouver sur une chaîne inspirée de Ésil. J'ai regardé plein de ses vlogs et c'est toujours un bon moment. Donc je vous la conseille. Et je trouve qu'elle n'a pas assez d'abonnés pour la qualité de ses vidéos. Ensuite, 2 chaînes en anglais. Une qui est en train de monter et qui a gagné énormément de communauté en très peu de temps, c'est Dakota Warren, qui a un univers très particulier, très Dark Academia, qui est maintenant un petit peu connue parce que elle a fait une collaboration avec Jack Edwards et ils ont fait aussi une recommandation de 42 livres sur sa chaîne YouTube que je vous invite à regarder. La seconde, elle est quand même moins connue, mais c'est Seal Bookworm qui là fait plus des wrap-up, des vlogs aussi notamment. Là, elle est en train de faire son déménagement, donc elle a quasi tout filmé. Elle fait des recommandations de livres, etc., etc. Et j'aime beaucoup son univers, elle me fait beaucoup penser à Noël Gallagher. Et c'est encore une fois une chaîne qui me met de très bonne humeur et que je vous conseille. Ensuite, je vais vous parler de quelques expositions et de la pièce de théâtre que j'ai vue. Je vais peut-être d'ailleurs commencer par ça. La pièce de théâtre que j'ai vue et que j'ai adorée, il s'agit d'une adaptation d'une pièce de Wajdi Mouawad qui s'appelle Tous des oiseaux. Que vous dire sur cette pièce? C'était une pièce qui se déroulait au Théâtre de la Colline, première fois que je m'y rendais, et c'était une pièce qui durait 4 heures. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit que j'allais m'embêter, que j'avais même peur de tomber endormie. Il n'en est rien. J'ai été accrochée, happée tout du long. On va revenir sur les questions de la religion juive, sur la notion de famille, la relation juive avec la culture du monde arabe, avec la religion musulmane, avec les États-Unis, parce qu'il va s'agir d'un garçon qui est parti faire ses études aux États-Unis, où il a rencontré une fille avec qui il est en couple, dont il est follement amoureux. C'est vraiment un amour jusqu'à la fin de leur jour. C'est un amour transi, un amour pour la vie, qui est pas du tout accepté par les parents, qui sont encore une fois de religion juive, qui sont vraiment dans la représentation, qui sont dans la bienséance et qui n'acceptent pas les choix de leur fils.
Ça va se concentrer autour de ça, autour des générations, autour des traditions. C'est une pièce que j'ai adorée, qui joue aussi énormément sur la mise en scène, sur le choix de l'éclairage, sur le choix des couleurs. C'était extrêmement beau, extrêmement bien fait. Ça joue avec la modernité aussi, et c'est une pièce qui est quand même relativement moderne. Si vous avez l'occasion de voir une mise en scène d'une pièce de Wajid Mouawad, parce que c'est un auteur dont j'avais adoré Incendie, et bah je vous conseille parce que je crois que tous ces textes sont vraiment très très qualitatifs. Je vous retrouve dans la même vidéo. Je ne pensais pas faire une grosse vidéo avec les deux plans. Finalement, la première partie était relativement courte, donc j'ai décidé que j'allais insérer la partie livre dedans, même si ce n'était pas le même plan. J'ai lu en premier ce mois-ci Nino dans la nuit de Simon et Capucine Joannin. C'est un livre contemporain que Jeanne m'avait prêté, Fox in the Wood sur Instagram. On va suivre ce jeune homme, Nino, qui est en transit permanent entre Paris et sa banlieue. Et en fait, c'est vraiment un livre où on voit la saleté de la ville, où on voit aussi la précarité de la jeunesse, la précarité de sa vie, qui est faite d'aller-retour par bus, de petits emplois qu'il cherche alimentaires, avec aucune réelle envie de vivre bien, de vivre mieux, jusqu'à un moment, et notamment pour pouvoir vivre correctement avec sa compagne, qui est toute sa vie. C'est quelque chose qu'on comprend au fur et à mesure du livre, parce que pendant tout le long, c'est vraiment le portrait d'une jeunesse qui est en train de se perdre totalement entre lui et les protagonistes extérieurs qu'il rencontre, la méchanceté de ceux qui l'embauchent, entre les gestionnaires de magasins, lui qui doit mettre dans les rayons, eux qui engueulent les salariés pour tout et pour rien. Il sait plus où est-ce qu'il va, il a quasi pas d'endroit où loger, que c'est aussi pour ça qu'il est entre deux villes, et c'est aussi pour ça que il se rêve d'ailleurs à un moment, mais qu'il l'atteindra jamais, parce que c'est aussi un roman de classe. C'est très très bien écrit, sauf le premier chapitre que j'ai détesté. Je me suis dit, si le bouquin est écrit comme ça va pas le faire du tout. Et en fait, je me suis dit, bon, rentre dans le deuxième pour voir quelle fut cette réussite. Après, je l'ai enchaîné, et c'était une prouesse d'écriture. Le premier chapitre, je ne sais pas ce qu'il vient faire là, mais c'est la seule chose que j'ai à redire. J'ai failli pleurer à la fin. J'ai failli vous poster des extraits sur Instagram tellement ça m'a transportée. Je vous conseille vraiment de lire Nino dans la nuit si vous l'avez, s'il vous donne envie, parce que c'est un contemporain incroyable. Et il y a toute une part de poésie à la fin qui te prend aux tripes, qui t'emporte totalement dans la beauté des mots et dans la beauté des sentiments qui sont décrits après la torpeur. Sur ce point-là, c'est incroyable. Deuxième livre incroyable ce mois-ci, c'est un livre audio que j'ai eu grâce à NetGalley. C'était là encore incroyable. La carte postale de Anne Berest, il est sorti à la rentrée dernière, il me semble. Anne Berest, elle fait partie de ce duo de sœurs avec Claire Berest. Elle a également écrit Gabrielle avec sa sœur, qui est le portrait de sa grand-mère autour de laquelle elle fait une recherche. Et donc du coup, elles connaissent pas cette grand-mère. C'est encore un autre livre. Ici, on va la suivre alors que avec sa mère, elles ont reçu une carte postale lorsqu'elle était enfant, en 2003. Et ça ne l'a pas marqué. Néanmoins, cette carte postale datait d'il y a des années. Et elle ne leur était pas directement adressée. Elles vivent leur vie sans se poser réellement de questions, la mère n'en dit pas plus. Et quelques années plus tard, de nos jours, Anne Berest va avoir une conversation avec sa fille et elle va en faire part à sa mère qui va la disputer parce que elle n'a pas réagi sur le coup. Et c'est lié notamment à une histoire familiale et au judaïsme.
Donc elle va aller plus loin dans cette histoire avec sa fille, elle va lui poser des questions. Et ensuite, elle va se rendre chez sa mère pour comprendre aussi ce qu'il s'est passé parce que ça commence à l'interroger et ça commence à prendre de plus en plus de place dans son esprit. Elles vont commencer d'un commun accord à se raconter l'histoire de la famille. Et on va découvrir l'histoire de la famille comme une enquête parce que la mère ne sait pas tout. Dans la Seconde Guerre mondiale, dans les membres de la famille qu'elle ne connaît pas, dans la découverte d'elle-même, en même temps qu'elle découvre toutes ses générations et tous ses ancêtres. Et elle va réussir à se découvrir aussi et à faire des parallèles avec sa propre vie qui sont absolument brillants. Je l'ai écouté en livre audio encore une fois, mais j'ai enchaîné les chapitres. Je suis sûre que l'écriture sur papier est incroyable. Je suis sûre que si je l'avais lu, je l'aurais enchaîné encore. C'était un roman brillant que je vous conseille. La fin est à la hauteur. Tout est à la hauteur, les portraits sont touchants, nous emportent aussi. On arrive quand même à faire la distinction entre les deux époques, mais c'est pas pour autant qu'il y a plus ou moins d'ancrage dans la réalité, dans l'intensité, et les portraits sont hyper bien travaillés, les personnalités sont hyper bien travaillées, et moi je vous conseille vraiment de le lire, surtout qu'à mon avis pour l'été, ça sera parfait. Ensuite, deuxième livre incroyable d'une autrice que j'ai découverte cette année, qui était Delphine de Vigan, et j'ai lu Les enfants sont rois. Les enfants sont rois, c'est son dernier livre paru, qui se concentre autour de la télé-réalité. C'était un sujet que j'avais peur de l'avoir traité, parce que c'est pas du tout les mêmes sujets que ceux qu'elle traite habituellement. En fait, elle a grandi vraiment avec toute l'ampleur des réseaux sociaux, en les voyant monter, en voyant aussi tout ce qu'était la télé-réalité. Et elle va nous en faire un portrait, nous faire un portrait de deux femmes surtout. Et on va suivre celle qui est dans une famille de la gauche, très très marquée. Ses parents qui sont en assaut contre justement la perdition de la génération face à tous ces élans numériques et à toute la modernisation numérique. Et elle, qui, à ses 14 ans, lorsqu'il y avait Love Story, qui était la première émission française de télé-réalité, s'était cachée derrière la télé familiale pour la regarder pendant qu'ils étaient à leur réunion. Cette femme, elle grandit et elle devient adulte. Et au fur et à mesure, après des études, après l'arrêt de ses études, elle décide de s'engager dans la police. Elle arrive à la criminelle. C'est là qu'on va voir quel est le crime qu'elle va traiter. Il s'agit d'une femme qui a sa fille qui est disparue. On découvre également que la mère a une chaîne YouTube où elle montre ses enfants jour et nuit. Sa gamine est très jeune et pourtant elle la montre depuis qu'elle a 3 ans, si ce n'est depuis le berceau. Elle est totalement mise en pâture sur internet. Il n'y a aucune restriction, il n'y a aucune législation jusqu'alors qui ne régit la façon dont les enfants sur internet travaillent. C'est le cas pour les enfants mannequins, c'est le cas pour les enfants acteurs. Désormais, il y en a une sur internet. À cette époque-là, ce n'était pas le cas. Et ça vient questionner aussi tout cet aspect-là. Il y a donc cette chaîne qui s'appelle Happy Récré, sur laquelle ils sont représentés plusieurs fois par semaine. Il y a le compte Instagram où elle poste des stories tout le temps. Elle est en permanence en représentation avec ses enfants. Grâce à ces deux femmes, on va montrer aussi le portrait de la société à cette époque-là, au début des années 2000, avec l'essor de la télé-réalité, des réseaux sociaux, de la médiatisation, la reconnaissance via les réseaux sociaux de toute cette société capitaliste autour de produits dérivés, autour de partenariats rémunérés, et on va voir que peut-être c'est une demande de rançon pour la gamine, et on va suivre toute l'enquête avec cette brigade de police, ancienne dans les idées aussi, mais qui est totalement ébahie par le phénomène qu'est cette chaîne, parce que c'est la plus grosse chaîne sur le sujet des enfants sur internet qui soit aussi importante en France. Donc forcément il y a des enjeux derrière,
notamment celui de l'argent. Et on va voir en même temps ces deux portraits de femmes avec des idées bien différentes, mais avec une compréhension qui commence à se lier entre les deux femmes au fur et à mesure, une certaine empathie entre la policière qui commence à saisir aussi tout le jeu d'une mère, tout le jeu de la mère, mais qui ne saisit toujours pas le jeu de la mère, parce qu'elles sont pas du tout dans les mêmes idées, elles ont pas du tout grandi dans les mêmes familles. Par exemple, pour celle qui adore la télé-réalité, pour laquelle c'est un exemple, elle a grandi dans une famille qui était plutôt précaire, avec une famille plus ou moins nombreuse, mais qui regardait Love Story, la finale, en famille, et pour qui Loana était un exemple de beauté, de réussite, de sensualité. Et tout ce qu'on voit, c'est que tout le phénomène personnel et tout la mise en avant du personnel dans la télé-réalité en premier lieu et dans les réseaux sociaux en second, eh bien cette femme, elle essaie de trouver de la sensualité, elle essaie de se rapprocher au fur et à mesure de l'idéal qu'elle s'est fait, de l'icône, l'image des femmes que l'on voit dans ces programmes-là. Et c'est très intéressant en fait sur tout ce revirement des sociétés et toutes ces classes qui s'affrontent avec des concepts et des conceptions qui sont rigoureusement opposés. Sincèrement, c'est un livre qui me faisait peur et je l'ai dévoré. J'ai beaucoup lu grâce à ces livres. Ce mois-ci, j'ai énormément lu, mais parce que j'ai découvert des autrices et des livres qui m'ont énormément plu. Que ça soit Anne Berest ou que ça soit Delphine de Vigan, c'est des livres dans lesquels je vous conseille de vous jeter sans en savoir plus peut-être parce qu'ils en valent réellement la peine et ce sont des page-turners comme on dit. La seule déception du mois, il s'agit d'une bande dessinée, c'était le 2e tome de Heartstopper. Je l'ai commencé il y a des mois, je le traînais, notamment parce que je l'ai en numérique, mais je pense que même si je l'avais eu en papier, je l'aurais lu sans trop aimer et sincèrement, j'aurais pas payé ce prix pour l'avoir en papier. Surtout que je lis en anglais étant donné que c'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée que je trouve plate. Alors il y a plus d'enjeux dans le second tome que dans le premier. Je vous ai parlé de la série. C'est pas une série qui m'a plu. C'est pas une série que j'ai trouvée entraînante. C'est pas une série qui m'a donné envie de regarder les épisodes à la suite. Je mettais ça en fond et sincèrement, j'ai trouvé ça niais au possible. Je peux dire la même chose avec les bandes dessinées. Apparemment, ça donne des enjeux plus importants au niveau des TCA à la suite, au niveau des relations, au niveau de sa vision de soi-même et de grandir, etc. Là, j'ai vraiment l'impression de lire oui quoi. Enfin, il y en a qui découvrent des sens incommensurables dedans. Ouais, c'est mignon, l'univers est mignon, mais moi ça m'emporte pas et je comprends pas quoi. C'est peut-être parce que Alice Oseman est une autrice de romans en même temps qu'une autrice de BD et peut-être que les romans me plairaient plus, mais c'est vrai que c'est très young adulte et c'est vrai que moi je l'ai dit dans le dernier tag que je vous ai fait, mais je pense que j'ai passé l'âge et que c'est vraiment pas les histoires qui m'intéressent, donc je vais me tourner vers des bandes dessinées qui sont davantage en accord avec mes directives et je vous en parlerai. Ensuite, j'ai lu et terminé Les Grandes Oubliées, édition l'Iconoclaste, l'excellence, Titu Lecoq, l'excellence. C'est l'histoire des femmes et comment elle a été invisibilisée tout au long de l'histoire. C'est le sous-titre du livre. Le livre fait 300 pages environ. C'est un essai sur toute l'histoire des femmes de l'Antiquité jusqu'à nos jours. C'est brillant. Madame rêve encore de livres, l'a lu il y a quelques mois, elle en a parlé dans un point lecture, elle en a très bien parlé. Titu Lecoq, elle a écrit plusieurs ouvrages féministes. Alors ces mots-ci, publiés chez l'Iconoclaste, sont brillants. Je les remercie encore de m'envoyer des bouquins, je les remercie qu'on se rencontre régulièrement et je leur remercie tout particulièrement de m'avoir envoyé ce brio. Parce que Titu Lecoq, c'est l'une des autrices féministes que je vous demande d'aller lire. Elle est sarcastique, elle est brillante
dans la finesse de ses recherches, on sent qu'il y a un travail derrière qui est incommensurable. C'est un ouvrage qui m'en a appris tellement alors que je me renseigne régulièrement. Je lis au moins 1 à 2 ouvrages féministes par mois parce que c'est des choses qui me semblent extrêmement importantes, qui sont dans les problématiques que je rencontre et que je questionne. Et ici, elle a réussi à satisfaire tous les besoins que j'avais, contrairement à Mona Chollet. Ici, c'est construit du début à la fin. Il n'y a pas de phrase alambiquée. Que l'on soit quelqu'un de renseigné ou pas du tout sur les problématiques du féminisme, on les traverse, on les comprend. Ça se met pas à distance, ce n'est aucunement hautain de son lecteur ou de sa lectrice. En fait, c'est hyper entraînant malgré le fait que ça soit un essai et qu'il y ait énormément de théories. Mon ouvrage, il est souligné de tous les côtés parce que c'est incroyable ce qu'elle fait. Je vous le conseille à 2000%. Je vous parle enfin du livre que j'ai terminé hier, qui est également un livre de l'iconoclaste, Café sans filtre de Jean-Philippe Blondel. On va suivre, et c'est la première fois que je commence un livre qui se passe sur le confinement, sur l'après-confinement. On va suivre des personnages qui sont dans un roman choral qui se passe dans un café, le Tom's, après la première période de confinement. Dans des petits portraits séparés par les heures et séparés par leur table, vont nous raconter leur vie, nous montrer leurs pensées. On va découvrir aussi toutes les relations qui se tissent entre deux hommes qui sont en train de parler à la même table. On va découvrir une femme au fond du café qui est en train de dessiner, le serveur, le patron, l'ancienne propriétaire, une femme, son fils, tous ces gens qui se rencontrent au milieu de ce café où ils vont questionner toute cette période de 8 mois où ils ont été enfermés chez eux et où finalement retrouver le monde social, la population, les terrasses de café, c'est à la fois une réussite personnelle ou peut-être relationnelle, mais que c'est aussi la chose la plus compliquée qu'ils aient à faire. C'est peut-être plus dur que de se retrouver lorsque l'on est un personnage social. Est-ce que c'est pas mieux de ne vivre que par soi? Et à la fois, est-ce que on n'est pas plus nourri, plus enrichi lorsqu'on est à plusieurs? Et je trouve que les portraits s'affinent au fur et à mesure du roman. La description aussi de certains personnages, et le personnage de Chloé m'a particulièrement plu, le personnage de Jocelyne m'a particulièrement plu. C'est aussi beaucoup de portraits de femmes à des âges différents, dans des catégories sociales différentes aussi. Il y a toute une description du café, de ses propriétaires, de comment il a évolué à travers les années, de qui s'y rendait et de qui s'y rend maintenant. C'est un roman qui fait du bien, je trouve, et malgré le fait que ça soit écrit sur le post-confinement et toutes les problématiques que ça a engendré, eh bien je pense que ça faisait du bien de se sentir comprise à travers cette période-là qu'on a tous et toutes connus. Ça traite aussi des questions de place dans laquelle on est, de logement, de pays, de voyage, parce que c'est vrai qu'il y a toutes les problématiques du voyage après le confinement. Est-ce qu'on est prêt à repartir? Est-ce que c'est pas exactement ce dont on a besoin? La seule chose, c'est que j'ai pas trop aimé les dernières pages, j'ai pas trop compris ce qu'elle faisait là. Peut-être que l'auteur pourrait en dire plus. Je connais pas du tout ce qu'il a écrit sinon à part celui-ci, mais en tout cas, j'ai bien aimé. C'était pas le meilleur livre que j'ai lu chez l'Iconoclaste. Après, c'est peut-être aussi parce que c'est un auteur masculin et que j'ai un petit peu plus de mal à lire des ouvrages masculins, je me ressens moins. Mais là, étant donné que c'était un roman choral, avec des intrigues qui se lient au fur et à mesure, on voit que ces personnages, ils ont peut-être un lien et qu'ils se rencontrent, et c'est vraiment un lieu de rencontre, le Tom's, et c'est ce que j'ai aimé parce qu'on retrouve aussi les sentiments plus ou moins perdus au fur et à mesure du temps, au-delà du confinement, mais aussi à travers le confinement et cette isolation qu'on a connue. Ah non, j'ai pas parlé des expositions. J'ai vu l'exposition à la Cinémathèque sur Romy Schneider, qui était excellente. Je l'ai vue avec Estelle, donc The Cute Book sur Instagram, et on va réunir tous les films dans lesquels Romy Schneider a travaillé, les personnages qu'elle a incarnés, les réalisateurs avec qui elle a joué, tous les acteurs avec qui elle a joué et ses films majeurs. On passe de tous les Sissi
à sa période Nouvelle Vague, à toute cette période à Cannes avec Delon, dans L'Enfer de Clouseau, qui est vraisemblablement un brio réalistique. On se retrouve dans une expérience qui est en forme cylindrique. On peut voir l'extrait de Clouseau dans le noir, juste assis, et c'est totalement quelque chose qui emporte. C'est au milieu de l'énorme salle qu'il y a, qui ressemble davantage à un hangar, dont il y a des panneaux qui sont affichés en haut, avec tout l'univers dans lequel elle a joué, avec des tableaux, des photos, et cette femme était magnifique. C'est quelqu'un que je mets très haut dans mon estime, c'est une actrice que j'adore, j'ai vu beaucoup de ses films, et c'est une de mes actrices préférées, donc j'ai été extrêmement heureuse de voir cette exposition. J'ai acheté également un roman duquel a été adapté un film dans lequel elle joue, 10h30 du soir, en été, de Marguerite Duras. Mais je n'ai pas vu le film jusqu'à maintenant. Donc ça sera sûrement fait, si je le trouve, après avoir lu son nom. Et sinon, eh bien, je vous ai parlé des éditions L'Iconoclaste. Je me suis rendue pour la première fois dans leurs locaux, où j'ai pu rencontrer l'équipe à l'occasion de la rentrée littéraire, où j'ai découvert 3 romans qui m'enthousiasment, qui ont l'air plus géniaux les uns que les autres. J'ai pu rencontrer leurs auteurs, leurs autrices, et ça m'a donné très envie de les lire, donc je le ferai et je vous en parlerai. Je rencontre à nouveau les éditions L'Iconoclaste le mercredi soir et je suis très heureuse encore une fois de travailler avec elles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, venir me parler sur Instagram, sur mes autres réseaux sociaux, me suivre sur Patreon si vous en avez l'envie pour me retrouver durant tout le mois. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.